Allô Radio Imo, les auditeurs ont la parole. Bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro de Allô Radio Imo, bienvenue sur Radio Imo. Je rappelle que c'est votre émission, vous nous posez vos questions sur nos réseaux sociaux, Radio Imo sur LinkedIn, sur Twitter, sur Instagram. On y répond chaque semaine avec des experts. Aujourd'hui, je suis avec Olivier Landrevi, président de CAFPI, bonjour. Bonjour Bérénice. Et Thomas Venturini, cofondateur de Liberkeys. Bonjour Thomas. Bonjour Bérénice. J'espère que vous êtes en forme. Messieurs, on va faire un point, un bilan du marché immobilier, un point sur les taux. On va voir donc les taux pour le mois de mars. Avant tout, je vais vous demander de présenter vos groupes. CAFPI, on va commencer avec vous, peut-être Olivier Landrevi. CAFPI, pionnier du courtage en crédit immobilier en France avec 250 agences et 1100 commerciaux mandataires partout en France. Voilà, pour donc aider les Français à obtenir le meilleur taux, obtenir un crédit en ce moment même, on va en parler dans quelques instants. Et donc alors Liberkeys avec vous Thomas, que faites-vous avec Liberkeys ? Alors Liberkeys a deux activités, développement de techno à destination des agents traditionnels et un réseau de mandataires également, donc on parlera plus de ça aujourd'hui, qui a une croissance de 2 à 3 fois tous les ans depuis 2018 et compte un peu moins de 100 mandataires aujourd'hui et a fait plus de 1000 transactions l'an dernier. Alors, il y a une nouveauté chez vous aussi, on va en parler brièvement lors de cette introduction. C'est donc la commission qui était fixe et qui ne l'est plus maintenant. Exactement. Pour les mandataires, du coup. Vous voulez qu'on en parle maintenant ? Oui, ok, allons-y. Super. Non, en effet, on a fait évoluer notre niveau de commissionnement. Déjà, on sentait que le marché évoluait, pas dans le bon sens pour les agents immobiliers. La commission fixe, c'est très bien sur un marché haussier. C'est aussi très bien pour pénétrer le marché et faire du volume. En revanche, on a fait évoluer notre pricing pour plusieurs raisons. On veut recruter de meilleurs agents immobiliers, puisque l'humain est très important sur le terrain. Donc ça, c'est les agents immobiliers, c'est pas la même chose que les... Oui, les mandataires. D'accord, les mandataires. Exactement. On veut également aller plus vite dans le recrutement de ces mandataires-là, donc il faut être très attractif. Il y a des standards marchés, il faut qu'on se rapproche de ces standards marchés-là par rapport à notre modèle. Et puis, on a aussi une route vers la rentabilité qu'on a écrit en collaboration avec nos équipes et actionnaires. Et du coup, ça sous-entendait un développement de la marge. Et enfin, le dernier point, c'est l'ambition de vouloir renforcer nos investissements en innovation. L'innovation, c'est très important pour nous. On a dépensé plusieurs millions d'euros depuis le début de Liberkeys dedans. Et on pense que c'est de cette manière-là qu'on va réussir à vraiment sécuriser l'expérience client dans une très forte croissance. Et donc, il faut qu'on renforce ces investissements-là. Donc, la commission était nécessairement notre principal verrou à la croissance, à la rentabilité, à l'innovation. Et donc, on l'a fait péter. Donc voilà pour l'actualité de Liberkeys. On va tout de suite faire un point sur les taux pour ce mois de mars. Ça y est, nous sommes début mars, le 3 mars. Olivier Landrevi, à combien peut-on emprunter en fonction des durées ? Alors, je vais commencer par faire le point sur le mois de février, qu'on vient de boucler. Sur le mois de février, sur les deux durées phares qui sont le 20 et le 25 ans, on arrivait à trouver des financements pour nos clients à 2,80 en moyenne sur le 20 ans et 2,94 sur le 25 ans. Donc, on flirte maintenant avec la barre des 3%. Et tout ça, c'est évidemment hors assurance. Là, c'est juste le coût de... C'est vraiment juste le taux nominal. D'accord. On est maintenant dans un rythme bien établi, sans surprise, sur lequel on voit plus 20 centimes de taux tous les mois, à la fois sur le taux d'usure et très vite sur les taux pratiqués par les banques. Parce que le taux d'usure, je le rappelle, a été... jusqu'au mois de juillet, il est calculé il était calculé au mois. Il est réajusté tous les mois, alors que précédemment, c'était tous les trimestres. 3 mois, Donc, on voit maintenant plus 20 centimes tous les mois, ce qui veut dire que je peux... avec un bon degré de confiance, vous annoncer que sur le mois de mars, on aura des taux moyens qui seront autour de 3,10, 3,15 pour le 25 ans. Donc, on va franchir la barre des 3. C'est évidemment une moyenne. Ensuite, en fonction des profils, on peut obtenir mieux que ça, mais voilà. En fonction des profils, c'est-à-dire que les banques, quand elles voient des bons profils, elles se disent « Tiens, je suis prête à faire un effort pour avoir ces clients ». C'est ça qui se passe ? Oui, ça, c'est un phénomène très net depuis un an avec la remontée des taux, alors que toutes les banques étaient vraiment dans un mouchoir de poche il y a un an, à l'époque où on pouvait emprunter autour de 1%. On recommence à voir des différences assez marquées.
voire même des banques qui ne prêtent quasiment pas. Encore depuis ce début d'année, là, oui, parce qu'il y en avait qui avaient arrêté de prêter fin 2022. Non, c'est toujours le cas. Ça s'est un peu détendu. Mais tout le monde n'est pas encore revenu sur le marché. Et alors pourquoi tout le monde n'est pas revenu sur le marché ? C'est une question de coût de refinancement en fait. Les taux de crédit ont pris beaucoup de retard. C'est paradoxal. Ils ont beaucoup monté depuis un an, mais en réalité ils ont beaucoup moins monté que la réalité des coûts de refinancement. Vous savez, quand une banque vous prête sur 20 ans pour votre crédit immobilier, en réalité, une bonne partie de ses capitaux, elle va les chercher sur les marchés. Elle va elle-même emprunter sur des horizons généralement de 7-8 ans. Et cet argent leur coûte cher. Aujourd'hui, leurs coûts de refinancement sont au-dessus de 4%. Donc, quand elles vous font un crédit à 2,94, en réalité, elles engrangent une perte assurée sur les 10 ans qui viennent. Donc voilà, certaines banques ont continué à jouer leur rôle de financement de l'économie et d'autres ont quand même des comptes à rendre à leurs actionnaires et ont resserré le robinet. Thomas, est-ce que vous le constatez ? Alors déjà, Liberkeys est présent sur tout le territoire français ? Oui, on est principalement présent dans les grandes métropoles françaises, donc Paris, Lyon, Marseille, etc. Mais on est présent aussi dans des villes moyennes, voire petites. Est-ce que vous constatez donc qu'il y a de la casse ? Est-ce que il y a des transactions des biens qui reviennent parce que les acquéreurs n'ont pas eu les acheteurs n'ont pas eu leur prêt ou parce qu'ils ne trouvent pas de banque ? Est-ce que Oui, c'est légèrement plus fréquent qu'avant. On avait, si je vous donne un critère, un indicateur Liberkeys, on avait précédemment à peu près 2% de nos promesses de vente qui cassaient en fait à la suite. Dans le processus. En revanche, c'était une petite partie qui était liée au financement et on est passé de ces 2% là à 2,6%. Donc on a eu une légère augmentation et qui a été notamment drivée par le problème de financement. Et ces problèmes de financement là, ils sont importants. Donc il y a un impact énorme sur le marché de l'immobilier aujourd'hui. Il y a un cran d'arrêt côté vendeur sur les projets qui sont mis en vente. On avait un marché qui était en sur-régime. Là, on rentre dans un sous-régime. Donc, il y a un delta qui est énorme entre les deux marchés. Le vendeur, il est aujourd'hui fébrile. Donc là, il passe les vacances. Il se dit qu'il y a l'été qui arrive. Donc, il va logiquement précipiter un peu plus sa vente et corriger rapidement son prix. Donc, on devrait voir une baisse des prix. Et ça, les vendeurs ça y est, ils se disent je vais devoir corriger le prix. Oui, parce que ça a été compliqué, je crois, à faire, à convaincre en tout cas les vendeurs. Je sais que certains agents immobiliers sont passés sur nos plateaux, ils nous disaient que c'était pas toujours évident. Après, ça dépend des endroits. À Paris, par exemple, ça reste compliqué, mais ça fait 6 mois qu'on fait de la pédagogie. Et maintenant, je pense qu'on rentre dans une certaine réalité où en fait, en effet, le marché repart pas et le vendeur se rend compte. Donc ça, c'est un premier élément. Ensuite, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que sur le marché, il y a 600 000 transactions qui sont contraintes tous les ans et il y en a 400 à 600 000 qui étaient plaisir dans les dernières années. Là, on rentre dans un marché où mécaniquement les transactions qui sont plaisir, où on s'est financé avec un bon taux, et vous le disiez juste avant, on s'est financé avec un bon tôt. On va pas forcément se relancer dans le financement d'une autre propriété avec un mauvais taux, alors que c'est juste pour le bruit ou avoir une chambre en plus, alors qu'en fait le nouveau-né pourrait être dans la chambre de son petit frère ou son grand frère, pardon. Ça, c'est un premier élément. Ensuite, un autre élément, c'est que il y a un support de prix de à peu près en 2018. Donc Paris est un bon exemple où on est à plus de 10 000 euros le mètre carré. En moyenne, notaire compris. Et donc ça veut dire que toutes ces transactions qui ont eu lieu après 2018, elles vont logiquement pas forcément avoir lieu. En tout cas, il y aura un support à 10 000 et en dessous de 10 000, elles n'auront pas lieu si c'est du plaisir. Donc c'est un bon exemple pour montrer que tout le stock de transactions plaisir, selon nous, encore une fois, va diminuer fortement. En revanche, les ventes contraintes, elles vont continuer d'opérer sans trop de freins. En revanche, à Paris, attention parce qu'il y a les investisseurs étrangers aussi qui gonflent les ventes. On revoit les Américains. Avec le dollar plus fort, c'est un marché moins représentatif, non ? C'est vrai, mais il y a eu tellement de transactions sur les 4-5 dernières années et de transactions aussi plaisir qui étaient faites par des Français, qui vivaient en France et qui travaillaient en France, que ça a quand même beaucoup joué sur les prix support qu'on va avoir dans les ventes plaisir dans les années à venir. Olivier, on a parlé des taux, il y a aussi les conditions d'accès au crédit qui avaient été durcies par le HCSF, le Haut Conseil de stabilité financière. Où en est-on de ces conditions ? Là-dessus, malheureusement, il n'y a pas d'évolution sur le plan réglementaire. En 2023, donc il n'y a aucun changement. Non, pour l'instant. Je pense que ce sera un sujet qui devra faire débat dans les mois qui viennent, j'espère. Donc on
continue à avoir des conditions assez difficiles qui se jouent principalement autour de la question de l'apport personnel. Oui. Donc en gros, en dessous de 10%, c'est difficile de discuter. C'est un peu le prix d'entrée. Alors il peut toujours y avoir des exceptions pour des profils exceptionnels, mais en règle générale, c'est quand même le seuil d'entrée. Et la moyenne qu'on observe sur les projets qu'on arrive à financer, c'est même maintenant 20%. Donc ça vous donne quand même Résidence principale et investissement locatif, c'est pareil. Résidence principale. Non, investissement locatif, curieusement, c'est un peu moins. On est autour de 13%. Oui. Mais c'est logique, hein. Si la personne arrive avec un projet bien ficelé, j'imagine que le banquier, se dit, il y a des loyers qui vont rentrer tous les mois. Est-ce que ça joue ? Sans doute. C'est difficile à dire. Alors par contre, il y a un phénomène nouveau qui n'est pas encore généralisé, mais qui commence à se diffuser à un certain nombre de banques. C'est l'exigence, en plus de l'apport personnel qui est vraiment mis dans le projet, d'avoir en plus, de démontrer en plus qu'on a une épargne de précaution disponible en cas de pépin, pour des montants qui peuvent aller jusqu'à 1 an, l'équivalent d'1 an de mensualité. De mensualité, oui. Et la raison à ça, c'est en fait la crainte de la part d'un certain nombre de banques que les suites qu'on aura dans les mois qui viennent sur l'inflation et l'impact pour les ménages des factures énergétiques qui s'envolent, ou même l'alimentaire, rendent les fins de mois plus difficiles que ce que les emprunteurs anticipent, et que du coup des emprunteurs se retrouvent en difficulté sur leur remboursement de crédit à cause de l'inflation. Et donc ils veulent par exemple les livrets A, les LDD remplis, qu'on ait un an d'avance sur les mensualités du crédit. Donc quand on met tout ça bout à bout, ça fait quand même des sommes. L'apport personnel, on est maintenant à plus de 60 000 € en moyenne. Et sur les demandes d'épargne résiduelle, on est autour de 15 000 €. Donc, et là, alors, une question peut-être pour tous les deux. Vos clients, comment ils font pour se constituer un apport ? Est-ce qu'ils font appel à la famille ? Parce que tous les Français n'ont pas 10% du montant du bien. Nous, on voit beaucoup de transmissions, de phénomènes intergénérationnels, disons. Donc les grands-parents, les parents qui donnent... Les grands-parents, les parents, en plus il y a un cadre fiscal qui est avantageux. Oui, qui est avantageux, qui permet de faire ça sans droit de succession. Et on a même maintenant un nouveau marché qu'on commence à avoir en termes de marché de financement, qui sont donc des personnes qui approchent de l'âge de la retraite ou qui sont même à la retraite, qui ont un joli patrimoine, mais patrimoine qui est illiquide, qui est principalement immobilier, et qui veulent pouvoir maximiser les possibilités de dons à leurs enfants pour commencer à préparer leur succession. Donc je rappelle, c'est 100 000 € par enfant tous les 15 ans. Donc ça fait quand même des sommes. D'ailleurs, Macron avait promis que ça augmenterait, mais on attend toujours. Et donc, n'ayant pas les liquidités, ils viennent emprunter en fait pour pouvoir disposer des 100 000 € à transmettre ensuite. Et c'est souvent ça qui va venir constituer l'apport personnel de l'enfant au moment de son premier projet immobilier. Thomas, est-ce que vous constatez chez vos clients aussi ? Oui, en fait de manière très simple, pour le même projet, aujourd'hui, on doit apporter plus d'apports, étant donné que le pouvoir d'achat a baissé. Donc on peut emprunter un peu moins. Et donc du coup, il faut combler ça, en effet, à raison, avec des aides, notamment la famille. Et on voit que ça crée une sorte de distension sur le marché. Donc ça, c'est l'effet marché. Juste avant de revenir à ce qui peut être fait, on a, de la même manière que sur les vendeurs, des acheteurs qui vont être en achat contraint ou en achat plaisir. Et ceux qui, avant, se disaient qu'ils allaient se lancer dans un achat plaisir, le font peut-être pas forcément parce que le coût est assez élevé. Et en plus de ça, ils doivent gérer leur vente et ils savent pas à quel prix, donc ça les freine. Il y a des acheteurs aussi qui n'existent plus sur le marché, qui ne peuvent plus se financer, qui n'ont pas les aides intergénérationnelles ou autres pour pouvoir combler l'apport de leur projet. Donc en fait, ils disparaissent mécaniquement. Donc le réservoir d'acquéreurs, il s'est complètement éclaté, la petite bulle a pété, et donc il reste que des acheteurs finançables qui ont le pouvoir. Ils jouent sur les délais de vente, ils les allongent. On a gagné 1 à 2 semaines quand même sur les durées de vente, ce qui est assez long rapporté au marché dans sa globalité. On a aussi des marges de négociation chez Iberkeys, on a des marges de négo qui étaient très fines, mais qui passent quand même de 2% à 3,5%. On a augmenté de plus de 70% les marges de négo. Donc c'est non négligeable. Mais ça veut dire que concrètement, l'acquéreur, il a compris qu'il avait le pouvoir. Donc c'est pour ça que il y a quand même 2 cohortes à regarder sur la partie acquéreur. Et là, je dis bonjour, je passe le bonjour à nos copains startup qui montent des modèles assez cool. Donc il y a des modèles qui existent depuis très longtemps,
Il y a le viager aussi sur les qui peuvent permettre de dégager de l'apport pour éventuellement d'autres projets ou pour les générations plus jeunes. Ça, on le voit aussi. Il y a des. C'est vrai que le viager, ça revient. Il y a revient dans à la mode entre guillemets. Ça dégage en tout cas du cash qui peut être transmis et permettre des projets. Ça, on le voit. Donc ça, j'en ai parlé avec les Aurélien Goutard de Scarlett. Il y a aussi Virgile qui s'est lancé, qui permet à des primo-accédants, je trouve ça génial, de financer une partie de leur apport. Pour ensuite financer la dette classique du crédit immobilier. Et je trouve que c'est top d'aller dans cette direction de nouveaux services, en tout cas nouveaux fonctionnements. Donc pour vous, les startups ont un rôle vraiment à jouer en cette période assez... Pas que les startups, les grands groupes, non, on n'a jamais été en opposition startup grand groupe. On trouve que d'ailleurs on est désormais on a notre capital Crédit Mutuel Arkéa, en actionnaire majoritaire, et donc on a toujours été partisans de trouver des solutions à plusieurs, et je pense que c'est bien, ça donne des bonnes idées, mais par contre une start-up aura toujours aura toujours une atteinte sur le marché, en tout cas un impact sur le marché qui va être de l'ordre de sa taille, donc assez résiduel en tout cas pendant les premières années. On a parlé du taux d'usure tout à l'heure qui a été révisé, en tout cas son calcul, maintenant qui est mis à jour chaque mois. Sa fréquence, pardon. Mis à jour chaque mois au lieu de tous les 3 mois. Qu'est-ce que vous en pensez chez CAFI ? Est-ce que vous êtes content ? Est-ce que c'est pas assez ? Est-ce que ça a été fait assez tard par Bercy, parce que ça faisait des mois que vous de mon point de vue, réclamez. c'était vraiment le minimum. Ça tombait sous le sens de mettre à jour tous les mois. Donc oui, ça a redonné un petit peu de fluidité au marché. Ça évite les situations ubuesques qu'on a connues du mois de juillet jusqu'au mois de décembre, où on avait une fenêtre de tir pour financer les clients au premier mois de chaque trimestre, et puis ceux qui arrivaient le deuxième mois, on était obligé de leur dire trop tard, fini. Alors qu'ils pouvaient se financer. Alors que parfois ils avaient des offres, mais au-dessus du taux d'usure, donc en réalité, ils n'ont pas le droit de les saisir, ou la banque n'a pas le droit d'aller au bout. Et on était obligé de leur dire, tous les espoirs ne sont pas perdus, revenez dans 2 mois, et là on pourra sans doute vous financer. Mais évidemment, à ce moment-là, ils se prenaient la grosse marche d'escalier de la fin du trimestre, et donc une réglementation qui était censée les protéger, en réalité se retournait contre eux et les contraignait à emprunter plus cher après avoir mis leur projet au congélateur pendant 2 mois. Donc on est sorti de ça, et c'est une très bonne chose. Ensuite, on a quand même toujours le taux d'usure le plus bas au monde. Et ça continue à poser occasionnellement à créer occasionnellement des effets d'éviction, alors qui sont maintenant relativement résiduels et qui vont concerner la clientèle au-dessus de 50 ans, disons. Et quelles seraient les solutions ? À quoi vous pensez ? Alors quand je dis vous, c'est les courtiers en général, c'est pas vous personnellement, mais qu'est-ce que vous suggériez aux politiques justement pour pallier ce phénomène ? Sur ce sujet, je vous avoue que, on s'est tellement battu pendant 9 mois pour obtenir le tout petit geste très tardif qu'on a eu, que je n'ai plus d'espoir d'obtenir autre chose. Donc j'arrête le lobbying sur ce sujet-là. Je pense que le prochain sujet de débat, ce sera HCSF, parce qu'il y a beaucoup à redire. Et ce carcan HCSF... Donc le Haut Conseil de la Stabilité financière, je précise pour nos auditeurs. Donc ce sont des règles qui ont été durcies et qui empêchent ou qui rendent la situation très contraignante pour les banques sur le taux d'endettement, le fait de ne pas aller au-delà de 35% de taux d'endettement, le fait de ne pas prêter au-delà de 25 ans. Et aussi, ça, on en parle moins, mais ça a un gros impact, la façon de prendre en compte les revenus locatifs sur les projets locatifs, qui est beaucoup plus pénalisante qu'avant. C'est-à-dire parce que c'est pas directement calculé avec par exemple. En fait, avant HCSF, les banques étaient libres de prendre ces revenus locatifs en compte de la façon qui leur semblait faire sens, et toutes les banques, à ma connaissance, regardaient ces revenus locatifs comme des revenus incrémentaux. Et donc, par rapport à, si vous alliez les voir avec le projet d'acquisition d'un appartement qui allait générer, mettons, 1 000 euros de revenus locatifs mensuels, finalement, la banque était prête à vous prêter, à vous faire un crédit d'une taille, d'un montant qui lui-même générerait des échéances de remboursement qui pouvaient être proches des 1 000 euros. Puisque finalement, la banque se disait, ça s'autofinance sur le loyer, donc ça ne va pas mettre la personne en difficulté sur le reste de son budget.
Ça, aujourd'hui, les banques n'ont plus la flexibilité de le faire, puisque la norme HCSF impose aux banques de traiter ce revenu locatif incrémental comme n'importe quel autre revenu du foyer, donc comme un salaire en fait. Et comme sur ces revenus, un taux maximal de 35% s'impose, eh bien, si vous avez devant vous quelqu'un qui est déjà à 35% ou proche de 35% de taux d'endettement sur sa résidence principale, eh bien, s'il vient avec un projet locatif qui va générer 1 000 euros de revenus locatifs, la banque ne pourra prêter qu'à hauteur de 350 euros finalement de remboursement mensuel. Donc on a divisé quasiment par 3 la capacité d'endettement de l'investisseur. Donc ça, c'est très pénalisant. Et quand cette réglementation est entrée en vigueur, à l'époque, on pouvait emprunter à 1%, donc finalement, les effets néfastes de cette réglementation, ils ne se voyaient pas, enfin, ça se jouait vraiment à la marge. Et plus les taux remontent, plus on commence à voir les effets d'éviction de cette réglementation. Vos clients, Thomas, alors c'est essentiellement, c'est quoi la part des résidences principales, résidences secondaires, investissement locatif? Est-ce que ça a changé ces derniers mois? Pas vraiment. Pas vraiment. Pour revenir à ce que vous disiez aussi, il y a quand même cet élément du taux d'endettement qui est un vrai problème, parce qu'il y a deux segments en fait d'acheteurs. Il y a ceux qui ont un reste à vivre qui reste quand même assez important sur pas mal de biens à acheter. Et en fait, il est devenu très strict ce taux d'endettement depuis justement la hausse des taux. Sauf qu'en fait, il coupe d'une capacité d'achat un bon nombre de personnes qui en fait ont bien assez d'argent pour acheter. Alors qu'avant, la banque était justement responsable de la gestion de ce taux d'endettement et elle arbitrait entre les différents segments. Et donc en fait, il y a vraiment des transactions qui devraient pouvoir arriver, qui ne sont pas arrivées. Et l'augmentation du taux d'usure, elle va mécaniquement augmenter aussi le coût des mensualités, le coût de l'endettement. Et donc du coup, va venir remettre encore plus au taquet le taux d'endettement des différentes personnes qui pourraient emprunter. Donc c'est très dommage, parce qu'il y a des gens qui gagnent très très bien leur vie, vraiment très très bien, qui n'ont pas assez d'apports et du coup qui en plus aimeraient préparer leur retraite avec des investissements ou des investissements locatifs. Exactement, et donc ceux-là sont complètement coupés de donc ça c'est un problème. Et ça, même les banques, quand elles voient des bons clients qui ont des revenus, elles ont une petite marge de dérogation. C'est assez compliqué comme système. En gros, sur 100 dossiers, elles ont le droit de déroger 20 fois. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'en fait, sur les 20 dossiers sur lesquels elles vont déroger, elles doivent en réserver 16 à de la résidence principale. Donc 16%, donc il reste 4%. Donc il ne reste que 4 dossiers sur lesquels elles peuvent peuvent déroger soit au taux d'endettement, soit autre chose, enfin généralement c'est le taux d'endettement, pour à la fois l'investissement locatif, les résidences secondaires, voilà. Donc c'est très peu. Et vous avez vu un changement de ces parts, les clients qui viennent vous voir pour acheter? Est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce qu'il y a moins de Français prêts à faire des investissements locatifs? En 2022, oui, on a vu une part d'investissement locatif chez nous qui a reculé par rapport à ce qu'elle était en 2021. Bon, voilà, maintenant, on a globalement une part de marché de 3%, donc je ne prétends pas que ces chiffres oui, mais ça, c'est représentatif forcément quand même. Une portée nationale, hein, mais c'est ce qu'on a observé chez nous. Oui. Et sur l'investissement, il y a un phénomène sur lequel on est très attentif. Donc on attend de voir ce qui va se passer, mais c'est vrai qu'il y a les passoires thermiques qui sont quand même en train d'arriver sur le marché de manière assez massive. Ça représente quand même plusieurs centaines de milliers de transactions sur les 5 prochaines années. Et ça, vous le constatez que les propriétaires de passoires locatifs, oui, honnêtement, oui. De passoires thermiques, pardon. Passoires thermiques, pardon, oui. Mais oui, on le voit, c'est un phénomène. Parce qu'en fait, si vous voulez, l'investisseur, il déteste placer de l'apport. Il préfère garder le cash et utiliser le levier de dette pour financer son investissement locatif. Et donc, ou alors prendre son apport pour financer d'autres emprunts, d'autres biens. Et là, en l'occurrence, s'il doit mettre aux normes le logement, il doit juste investir du cash en travaux et il va pas pouvoir avoir ce levier de dette qu'il aurait s'il faisait un achat. Donc mécaniquement, ce qui se passe en fait, l'investisseur, il met son bien en vente pour en racheter d'autres. Donc il y a je pense qu'il va y avoir une sorte de chaise musicale qui est intéressante pour les agents immobiliers, qui va être de justement vendre un logement et permettre à l'investisseur d'en racheter un autre, et donc de réallouer son cash, mais sous un effet de levier pour un autre achat immobilier.
Et donc du coup, il va y avoir une sorte de rénovation énergétique du parc qui devrait se réaliser sur la classe d'investisseurs, sur tous les diagnostics. Alors, je vais mettre un petit bémol là-dessus, parce qu'on commence à voir que on a des situations avec des investisseurs de bonne foi qui ont la capacité financière pour engager des travaux, mais qui n'arrivent pas à obtenir l'accord de leur copro. Parce que les obligations de rénovation énergétique, elles ne s'imposent qu'aux investisseurs et pas aux propriétaires pour donc occupants. Copropriétaires bailleurs. Voilà. Donc ça crée une sorte de désalignement d'intérêts au sein des copros. Après, il y a la crise énergétique qui est passée par là, et c'est vrai que quand les propriétaires occupants ont vu leur facture d'énergie augmenter, ils se sont dit à ce moment-là, peut-être qu'on devrait en effet faire les travaux de rénovation. Ça a joué aussi. C'est vrai que s'il n'y avait pas eu la crise énergétique, je pense que ça aurait encore plus freiné. Mais là, il y a quand même eu ça. Donc c'est vrai que... Mais moi, ce qui me fait peur, c'est qu'un effet induit, qui n'était pas du tout l'effet souhaité par cette réglementation, soit finalement de faire basculer, de faire sortir du parc locatif un certain nombre d'appartements qui derrière seront sans doute repris en résidence principale. Et derrière, ça pose aussi question sur le modèle du logement en France. Y a déjà... Parce que quand on voit que le primo-accédant moyen, maintenant, il a 35 ans, forcément, pour trouver les 60 000 euros d'apport, c'est difficile de le faire à 22 ans. Donc, jusqu'à 35 ans, on fait quoi ? On est bien obligé d'avoir recours au parc locatif. Et si le parc locatif se réduit trop, on peut avoir un sérieux problème de logement. C'est très juste. Il y a une reversion, en effet, qui va aller vers la RP et une autre qui va aller vers d'autres investisseurs. Et donc, le parc, normalement, devrait soit pas se rénover, soit se rénover de cette manière-là, mais en tout cas continuer. Et en revanche, sur la location, et je vais même aller plus loin, il y a aussi un encadrement des loyers. Et donc à un moment donné, ça va encore plus casser le niveau de rentabilité des investisseurs dans pas mal de villes. Et ce qui va pas forcément faire avancer très rapidement cette rénovation énergétique. Alors moi, je pensais plutôt aux villes moyennes en France que Paris, mais en effet, on va avoir ces problématiques-là. C'est vrai qu'encadrement des loyers plus DPE, avec le fameux calendrier, ça donne pas envie d'investir et d'acheter pour louer. Notre chance, je dis notre parce que nous on est sur le résidentiel ancien, c'est que le neuf vit une telle crise, il y a vraiment beaucoup moins de logements qui arrivent sur le marché et il n'y en a pas énormément qui vont arriver davantage dans les années à venir. On attend derrière les chiffres de la FPI là, début mars, c'est la semaine prochaine. On sera très attentif à ça parce que nous, il y a une sorte de reversion de... les derniers, c'était moins 29,3% pour le troisième trimestre, donc 2022, en termes de logements neufs. Je pense qu'on devrait être à plus encore au quatrième trimestre. C'est pas prêt de s'arranger. Donc c'est vrai que nous, on le suit avec attention parce qu'il y a une vraie reversion. Il y a quand même plusieurs centaines de millions. Et sur le neuf, contrairement à l'ancien, l'ajustement ou le retour à l'équilibre du marché ne peut pas se faire par le prix. Parce qu'au contraire, les prix ne font que monter, les coûts de construction ne font que monter. On a une inflation de réglementation environnementale qui contribue aussi à ce que les coûts augmentent. Donc les prix ne peuvent pas s'ajuster à la baisse. Et puis Pascal Boulanger le disait, le président de la FPI, la main d'œuvre on la trouve pas, c'est compliqué. Il y a les prix, l'acheminement. Enfin bref, c'est vrai que la construction neuve est dans le rouge. En tout cas, l'émission se termine. Merci infiniment, messieurs, d'être venus sur le plateau de Allo Radio Immo. Merci Olivier Landrevi. Merci Thomas Venturini. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro de Allo Radio Immo. Allo Radio Immo, posez vos questions à nos experts sur les réseaux sociaux, à réécouter et à télécharger sur le site radio.imo et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.